Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Rétro Info, comme chaque samedi, nous allons discuter donc des événements les plus saillants de la semaine, parmi lesquels donc les législatives, les résultats définitifs du Conseil constitutionnel, tout ça entre guillemets bien sûr. Et nous parlerons surtout de cette histoire des bulletins nuls qui gardent tous ses secrets. Nous évoquerons aussi cette sortie absolument qui a surpris beaucoup de gens de M. Macron, le président français, qui dit avoir eu M. Bouteflika au téléphone, nous en allons parler, et de la sortie du fameux, de l'inénarrable, du très spectaculaire Ould Abbas. Nous finirons l'émission avec, pour une sorte de digestif. Alors, pour en parler aujourd'hui, donc j'ai le plaisir de recevoir mon ami Samir Bellatesh, militant des droits de l'homme. Bonjour. Bonjour Samir. Zoher Rouez, président de Gil Jadid d'Europe. Bonsoir. Zoher, bonsoir. Badis Khnissa, malheureusement, a décommandé en dernière minute. Il devait être des nôtres. Il a eu un petit problème de circulation, semble-t-il. Et Boukhalfa Ben Mamar, militant politique. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous tous d'être avec nous. Le premier sujet. Jeune Afrique, Algérie. Le Conseil constitutionnel annonce les résultats définitifs des législatives du 4 mai par la rédaction. Alors voilà, donc le Conseil constitutionnel a rendu son verdict. Il a un peu enlevé au FLN, je crois, quelques sièges. Il en a donné à d'autres, mais c'est très peu, c'était juste pour faire comme. Et donc, et même les bulletins nuls ont été revus à la baisse, semble-t-il, ces fameux bulletins nuls qui ont inquiété tout le monde, au point où le jour de la proclamation des résultats, le ministre de l'Intérieur ne les avait pas annoncés, alors que la loi lui faisait obligation d'annoncer. Et nous allons voir pourquoi. Alors, qui se lance? Je vous en prie. Allez-y, Samy. Vas-y. Bon, nous ne parlons pas d'une situation normale où on pourrait effectivement commenter, comme on pourrait le faire, des résultats d'élections démocratiques. Nous sommes là sur une annonce d'un Conseil constitutionnel complètement à la solde du régime, qui annonce des résultats, mais finalement, cette annonce du Conseil constitutionnel n'a pas de signification particulière ni de sens. Vous avez raison de signaler que ce qui est significatif, c'est le taux d'abstention et particulièrement le nombre de bulletins nuls. Oui. Cela démontre l'ampleur du rejet du régime. C'est ça la réalité de ces chiffres-là. Et quand bien même le taux de participation a, semble-t-il, été largement gonflé. Donc nous sommes devant une situation qui consiste finalement à se dire que très massivement, les Algériens ont compris les enjeux de cette élection. Ils l'ont bien mieux compris que les partis politiques d'opposition qui ont participé aux élections. Et ils ont finalement mis dans le même sac et les partis d'opposition participationnistes et le régime en rejetant cette élection. Donc vous avez là une masse. Et quel rejet? Parce qu'il faut, je crois, rappeler les chiffres. Oui. C'est presque 70% de rejet. Absolument. C'est au point où certaines personnalités du sein même du régime ont préconisé de ne pas valider ces élections et de les refaire. Parce que c'est vraiment trop flagrant. Oui, il aurait été effectivement utile, à tout le moins, aux partis politiques d'opposition qui ont participé à ces élections et qui ont dénoncé pendant la campagne et après la proclamation des résultats la fraude. Il aurait été utile qu'ils aillent jusqu'au bout et qu'ils quittent le Parlement
et qu'ils redonnent leur siège de toute façon à ce régime. C'est le cas par exemple du RCD, du MSP Du surtout, MSP, du RCD, qui oui. dit ne pas participer, on ne comprend pas, qui dit ne pas participer au gouvernement, mais qui dit rester au Parlement. Ça veut dire quoi où est la nuance Pourquoi ne pas participer au gouvernement Est-ce pour s'acheter Oui, il y a une histoire de survie politique aussi derrière. C'est qu'ils ont à peu près une quarantaine de sièges ou une cinquantaine de sièges en fonction des ajustements qui vont se faire après. Ça leur permettra de... Ils ont 34 sièges. Oui, voilà, mais tout en sachant que derrière, ça leur permet d'avoir une vie organique, disposer de sièges, pouvoir rémunérer leurs permanents, parce qu'il y a toute une logistique derrière qui permet à ces partis de remplir un peu le rôle Mais pourquoi ne pas aller au gouvernement, au point où ils en sont... ils veulent le beurre et l'argent du beurre, avoir aussi la carrure de celui qui refuse, de celui qui est vraiment dans l'opposition, Zama, c'est quoi? Même ce refus est caricatural. Ce n'est pas une posture politique, parce que c'est sans portée politique le fait de refuser. On refuse. C'est pas ce qu'ils disent. Pour eux, c'est d'une grande portée politique que de ne pas aller à ce gouvernement. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est depuis maintenant 97, cette mouvance, ces partis-là de la mouvance islamiste ont une option d'entriste assumée depuis 97. Donc c'était accepter les portefeuilles ministériels, accepter tout ça. Donc aujourd'hui, même ce refus n'a rien de politique. Il aurait eu une lecture politique assez importante s'ils avaient une centaine de députés, si on peut le dire comme ça. Ils auraient été une force sur le plan politique. Mais non, là, ils ont une trentaine ou une quarantaine de sièges que le pouvoir a consenti, encore une fois, parce que ce n'est pas réellement des élections démocratiques au sens propre du terme. Mais eux, le RND, le FLN, le parti de Amara Ben Younes et quelques autres, ils font quasiment la quasi-totalité des sièges. Quand vous voyez le fromage, à E5 ou à E6, les deux grands partis du régime, plus les autres, les formations vassales islamistes et autres, à 5 ou 6, ils ont quasiment plus de 85% de... Moi, je dirais que, en fait, un peu comme ça vient d'être dit, j'irai un petit peu plus loin. J'ai envie d'être plus méchant parce qu'en fait, ces partis ne représentent pas grand-chose, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils ont été élus, et le mot élu est à mettre entre 4 guillemets comme ça, mais dans des conditions de fraude généralisée, mais c'est une fraude habituelle. En fait, le régime, il a toujours fraudé. Ensuite, on voit bien qu'il y a eu une grande abstention. Et c'est pas un boycott. C'est ça qui a fait toute la différence. À mon avis, hein, oui, voilà. Ça dépend des gens. Moi, il me semble que c'est plutôt que les Algériens ne font plus confiance au système électoral. Ça fait longtemps. Hein, oui, exactement. Dure, hein. C'est tout à fait habituel, j'allais dire. Du coup, ces partis politiques ne représentent pas grand-chose, en fait. Y compris certains partis qu'on présente parfois un peu, qui ont une base, etc. Mais on a vu qu'ils arrivent à mobiliser rien du tout. Le régime, les partis politiques, le système médiatique et tout a été mis en branle et même les mosquées, etc. Ça n'a pas mobilisé les gens. Tout ça pour ça, comme dirait l'autre. Absolument. C'est dire à quel point, et les partis politiques, quels qu'ils soient d'ailleurs, ne représentent absolument rien du tout. Ils n'ont pas de base, ils n'ont pas de prise sur la société, etc. C'est parce qu'ils disent... Et le régime, juste pour finir ma logique, et le régime ne représente absolument rien du tout. Il n'a plus aucune prise sur la société, si ce n'est sur une petite base d'alliés naturels. Absolument, de cela. Mais Samir, le plus incroyable, c'est que justement... ces partis politiques qui ont été désavoués d'une façon magistrale. Nous allons en prendre deux seulement. Par exemple, le FLN et le MSP. Le FLN a eu moins de voix que les bulletins nuls, pour vous dire. 1 600 000 et quelques mille. Alors le MSP, qui aujourd'hui claironne et fanfaronne, il dit non, je n'irai pas au gouvernement parce que je suis lié par une charte morale avec le peuple. Vous savez par combien il a été élu? Avec la fraude, moins de 400 000.
voix. Voilà. Et c'est des gens qui arrivent comme ça et qui En débattent. fait, je pense que nous, en tant que militants politiques, on devrait tirer les conclusions de tout ça, en fait. C'est-à-dire, on doit comprendre qu'il y a une fracture entre la classe politique et le régime et le peuple. On doit en prendre acte, en fait. C'est une situation qui, à mon avis, est très, très grave. En fait, elle est annonciatrice de situations quand même catastrophiques parce que à partir du moment où le peuple se sépare comme ça et du système politique et de l'État et des institutions en place, en fait, un de ces quatre, ça va exploser, en fait, pour plusieurs raisons. Ensuite, moi, j'ai envie de dire, un peu comme la tchouka qui est en train de se passer, tout c'est une tchouka à l'intérieur du régime. Les partis qui participent, etc., c'est une tchouka à l'intérieur. Ils se partagent les petits, les postes, les centres de pouvoir. Pour beaucoup, les pauvres, c'est juste pour des petits avantages parfois minables, en fait. Et du coup, tout ça est à l'intérieur du régime. On a vu comment ils se bagarrent dans les bureaux de vote et tout. Des fois, on croirait que c'est le peuple qui est là. Ben, ce n'est pas le peuple, ce sont les clients du régime qui sont sont en train... ce sont leurs baltagirs. Absolument, ils sont en train de se bagarrer à l'intérieur des trucs, ils se tapent dessus, ils ont un comportement violent, etc. C'est annonciateur de moments difficiles pour notre pays. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que ces élections étaient l'occasion d'un vrai divorce, j'allais dire une répudiation du régime par le peuple. Mais il y a pire, c'est qu'il semble y avoir aussi divorce entre l'armée, la troupe et le régime. Comment? Je m'explique. D'abord, on a remarqué, la plupart des journalistes qui ont été sur le terrain, même s'ils ne l'ont pas dit parce que ce n'était pas très évident, que les bulletins nuls sont très présents partout où les militaires ont voté. Ce qui a permis de tirer les conclusions que ce sont surtout les militaires qui ont voté blanc. Pourquoi? Parce que semble-t-il qu'ils ont été appelés à voter dehors et à un certain moment nous n'avions pas compris pourquoi, surtout pour renforcer le taux de participation. Et donc ils ont été inscrits à plusieurs bureaux de vote, chaque électeur militaire. Pour la plupart d'entre eux, certains n'ont voté qu'une fois, mais la plupart ont voté plusieurs fois dans plusieurs bureaux de vote, avec la complicité de juges, de magistrats, qui ont validé des listes collectives, alors que la loi leur fait obligation de recevoir les gens individuellement, avec la complicité des maires, des chefs de daïra et des walis. Bon, mais ces militaires, semble-t-il, n'ont pas été aussi dociles et aussi soumis que l'aurait voulu leur commandement, puisque entre eux, ils auraient décidé, ils ont fait circuler la consigne de voter blanc. Et là, ça a été très mal ressenti par le haut commandement, parce que c'est assimilé à une sorte de rébellion. Oui, juste avant, je voulais juste, parce qu'on est passé un peu vite sur le refus du MSP d'intégrer le gouvernement, et je vais revenir à votre question. Oui. De mon point de vue, c'est un refus tactique. Ce n'est pas un refus de conviction. D'ailleurs, Menassara vient d'annoncer qu'il participera au gouvernement. Bon, voilà. Lui qui les accompagnait dans le refus. Et qui a annoncé hier qu'il allait suivre la décision, quelle qu'elle soit, du Majlis Shura, du MSP. Oui. Donc vous avez là, effectivement, et le niveau, et la qualité, et la moralité, et l'éthique d'une certaine classe politique. Mais je voudrais être un peu plus nuancé, Samir, par rapport au divorce qui existe entre le régime et les partis politiques et la société. Je dirais qu'il y a tout de même si c'est peu, même si c'est pas massif encore, il y a néanmoins des partis politiques qui tentent d'accompagner un mouvement qui est dans la société et qui l'ont fait pendant le boycott. C'est pour ça que je pense plus que nous avons eu, sur cette séquence-là, plus affaire à un boycott qu'à une abstention. Même s'il y avait les deux, de toute façon. Mais on a vu pendant l'élection, pendant la campagne, des preuves de rejet de l'élection, avec qui ont pris des preuves qui ont pris plusieurs formes, des caricatures, des vidéos, tout ce qu'on veut. Des saccages des panneaux publicitaires, les panneaux électoraux, etc. Donc vous aviez là une forme de rejet qui s'est exprimée. Donc il y a eu une abstention, mais il y a eu aussi l'expression d'un rejet. Et puis, donc, ça m'amène à votre question. Et l'expression du rejet, nous l'avons vu dans les bulletins nuls. C'est-à-dire, combien même vous m'obligez à aller
voter, parce que dire à la troupe, il s'agit de la troupe, dire à la troupe, vous devez aller voter dans les bureaux de vote et non pas dans les casernes, ça avait un double objectif. Un, on a voulu montrer que l'armée, finalement, respectait les règles. Et donc, la troupe ne vote pas dans les casernes. Désormais, elle vote dans les bureaux de vote. Donc ça, c'était le premier objectif. Le deuxième objectif inavoué, effectivement, c'était de gonfler le taux de participation. Et donc, la troupe, évidemment, et là, on voit bien que le mot est passé, parce que ce n'était pas un phénomène isolé, ce n'était pas dans un endroit, c'était dans plusieurs endroits. La troupe a voté, semble-t-il, mais c'est ce qui peut expliquer en grande partie... Environ 600 000. Environ 600 000. En grande partie, voilà, oui. le nombre de bulletins blancs. Quand bien même vous m'obligez à aller voter, eh bien je vais faire comme bon me semble. Parce que la troupe procède du peuple. Il n'y a pas une différence sociale, politique, telle qui fait que et le peuple d'un côté et la troupe de l'autre. Donc comme elle procède du peuple... C'est inquiétant pour le régime, ça. Le très régime dont la troupe est évidemment. le rempart. Éventuellement, demain, si jamais il y a une insurrection, si jamais il y a un rejet, j'allais dire, sur le terrain du régime par le peuple, le régime compte sur la troupe pour réprimer. Oui. Si demain la troupe ne lui est plus acquise et qu'elle montre des signes qu'elle se range de l'autre côté, je crois que c'est plutôt inquiétant, non En fait, tant qu'il n'y a pas de rupture au niveau des chaînes de commandement, l'équilibre de ce côté-là n'est pas à craindre. Au contraire, c'est une espèce de soupape de sécurité, parce que pour l'avoir connu, vécu, j'ai passé mon service militaire pendant les années de Braise, il faut qu'il y ait une forme de soupape de sécurité, parce que sinon après ça explose. Mais quelle curieuse soupape de sécurité, oui, mais quel geste politique de cette envergure. En fait, la portée et la symbolique de ce geste politique devient importante à partir du moment où il est exprimé dans un cadre, où il commence à avoir une couleur, une orientation. Oui, là, il y a danger. Par satellitisation dans les casernes ou dans les groupements de militaires, oui, on craint ce genre de truc. Mais de toute façon, il y a toujours des gens qui veillent au grain pour que ça puisse, pour que la mécanique. Mais ça donne quand même un faisceau d'indices en réalité, parce que effectivement, ce que vous dites là, la chaîne de commandement, il n'y a pas de rupture. Donc, a priori, ils vont penser qu'ils peuvent compter effectivement sur la troupe pour obéir aux ordres, comme on a pu le voir en 88 par exemple. Mais ça donne quand même une indication sur le fait qu'il y a un risque que la troupe, ou en partie, ne suive pas si on devait arriver devant un moment fatal. Voilà. Et donc là, il y a réellement un état d'esprit qui s'est installé. Oui, mais ça démontre quoi? Ça démontre, c'est ce que nous disons depuis plusieurs années, c'est que le régime se décompose en réalité et donc se fissure de l'intérieur. C'est ce qui fait que nous assistons sur la place publique à des prises de bec entre eux, mais elles se font directement sur la place publique. Nous assistons à ces empoignades entre le RND et le FLN. Ce sont autant de choses qui n'existaient pas avant, tant qu'il y avait une cohésion et tout était un peu tué dans l'œuf. Et là, aujourd'hui, donc, le fait que cet élément des bulletins nuls explique simplement que ça se lézarde davantage, de plus en plus, et que même s'il n'y a peut-être pas de risque dans l'immédiat sur le fait que la troupe suivrait le commandement, ça donne cette indication-là sur ce phénomène de décomposition et qui est engagé et qui est de toute façon, il ne peut pas y avoir de retour dessus. Il est engagé, je ne sais pas combien de temps il prendra, mais ce régime finira par tomber, notamment grâce à ce type de phénomène qui pourrait se reproduire de manière peut-être un peu plus ample à d'autres élections ou sur d'autres sujets. Et nous allons passer au second sujet, celui de Macron. Algérie 24. Bouteflika s'entretient avec Macron au téléphone par Chiban. Alors, vous avez bien entendu la formulation du titre de la presse étrangère. Tout le monde parle d'entretien entre le président Macron et le président Bouteflika.
tout le monde, toute la presse presque. Il parle de Macron qui serait entretenu avec Bouteflika. Or, je vais vous demander d'écouter attentivement. Bouvier de RFI, vous dites exigence renforcée à l'égard des États du Sahel et de l'Algérie. Beaucoup pensent que Yad Agrali, qui revendique le terrible attentat du 18 janvier à cet endroit précis, est protégé par l'Algérie. Est-ce que vous souhaitez que cela cesse? Je n'ai pas... Rien ne me permet de confirmer ce que vous venez de dire. Par contre, je peux prendre ici 2 engagements. Le premier, c'est que j'ai eu hier au téléphone le président Bouteflika avant de survoler l'Algérie et de me rendre sur le sol malien par courtoisie, après le message de félicitations qu'il m'avait envoyé. Je lui ai fait part de ma détermination sur ce sujet et de mon souhait de pouvoir en parler avec l'Algérie de manière très franche. La deuxième, c'est que... Nous allons revoir, hein. C'est très très important. Il dit pas je me suis entretenu avec Bouteflika. C'est très précis. À ce niveau-là, les mots ont un sens. Il a dit j'ai eu le président Bouteflika au téléphone. Je pense que les Algériens, ils ont tout de suite fait la différence en fait. Et il a dit, et je lui ai dit, je lui ai fait part. À aucun moment il a dit nous avons échangé, nous avons discuté, nous nous sommes entretenus. Ouais. Je vais te donner la parole, Samir, nous allons réécouter. C'est très important. Vous dites exigence renforcée à l'égard des États du Sahel et de l'Algérie. Beaucoup pensent que Yad Agrali, qui revendique le terrible attentat du 18 janvier à cet endroit précis, est protégé par l'Algérie. Est-ce que vous souhaitez que cela cesse? Je n'ai pas... Rien ne me permet de confirmer ce que vous venez de dire. Par contre, je peux prendre ici 2 engagements. Le premier, c'est que j'ai eu hier au téléphone le président Bouteflika avant de survoler l'Algérie et de me rendre sur le sol malien par courtoisie, après le message de félicitations qu'il m'avait envoyé. Je lui ai fait part de ma détermination sur ce sujet et de mon souhait de pouvoir en parler avec l'Algérie de manière très franche. La deuxième, c'est que partout où nous sommes en situation d'agir, nous agirons avec une détermination accrue. Samir, je l'ai eu au téléphone, je lui ai fait part de ma détermination. Et il parle de ce fameux émir terroriste Agrali qui serait protégé par l'Algérie, comme quoi il lui aurait... Le détail, hein? Le détail est important. Oui, oui. Mais il a bien dit, je l'ai eu au téléphone, je lui ai fait part de ma détermination. Là, on n'est pas dans la lacrité de François Hollande, qui débarque, qui dit j'ai discuté avec lui, on a échangé. Je ne suis pas d'accord, si tu permets, Djamel. Bien sûr. En fait, moi, on constate que la politique française dans la région et vis-à-vis de l'Algérie est en train de continuer son petit chemin, tout à fait comme avant. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, à mon avis. Le régime algérien est sous la botte des autorités françaises. Et encore, je ne confonds pas avec le peuple français parce que ces gens font le business de l'oligarchie qui domine ici en France. S'ils vont au Mali, s'ils vont dans le Sahel, c'est pour les intérêts, pas du peuple français, mais des oligarchies qui ont des intérêts de gaz, de pétrole et d'uranium. Du coup, c'est ce qui s'est fait jusqu'à maintenant et c'est ce qui va continuer. Je pense que sa façon de dire les choses, c'est ce qu'on doit retenir à mon avis dans ce rapport que la France entretient avec cette région-là du monde et l'Algérie en particulier. Moi, j'ai trouvé... Je ne sais pas ce qu'en penseront les gens, mais moi j'ai trouvé la question un peu osée parce qu'il a rappelé que ce Agrali qui joue un peu, qui fait le chaud et le froid dans la région. C'est notable, toi, Tergui, qui est un peu dans... Qui est connu par les spécialistes et donc par les services de renseignement du monde entier comme étant proche de l'ex-DRS. Voilà, ou du régime algérien, ex ou futur, je ne sais pas. Mais proche du régime algérien, du vrai pouvoir en Algérie.
Et ça ne change pas. On est dans le même schéma. Dans tout ça, les intérêts des peuples, c'est ni l'intérêt des peuples de la région algérienne et tout, ni l'intérêt du peuple français, puisque quand ils exploitent le pétrole et l'uranium, etc., les milliards de dollars vont dans les poches des actionnaires. Nous parlons et je reviens à ça, voilà. absolument. Ouais. absolument. Ouais. Vite fait, moi je pense que ce n'est pas aux Algériens qu'on la fera. Depuis que le président est président, il n'a jamais parlé aux Algériens. Alors du coup, quand on est en train de dire qu'il a parlé à un tel, mais Hollande l'a dit. Hollande il a fait sourire tout le monde. Hollande s'est déplacé à Alger exprès pour rencontrer la presse, pour lui dire j'ai discuté pendant 2h30 avec votre frère, il a prononcé le fameux mot alacrité. Je n'ai jamais vu un président d'une telle alacrité qui discute de sujets ô combien complexes, non seulement de l'Algérie, mais du monde entier, patati patata. Or, de la Libye, en ce qui concerne Macron, il a dit je l'ai eu au téléphone, je lui ai fait part de ma terminée, à aucun moment, et il a précisé, par politesse, parce que je survolais le territoire algérien. Donc, pourquoi ne pas reconnaître qu'il y a un changement notable entre les deux? À mon avis, à la base, c'est la même politique qui est menée. Même les mots, peut-être qu'ils ont un sens, effectivement. Mais peut-être qu'ils ont l'intention. Pourquoi lui prêter des intentions qui n'a même pas manifesté encore? Je pense que n'importe quel analyste, le dernier des analystes ici en France, c'est que Macron est la continuation de ce qu'a fait Hollande jusqu'à maintenant. Je dis, on ne l'invente pas. Bon, ce qu'on a entendu, c'est effectivement un président nouvellement élu en France qui survole le territoire algérien et qui nous dit par courtoisie, j'ai appelé le président algérien pour parce que c'est protocolaire quand on survole le territoire d'un pays. Absolument. Les chefs d'État appellent les chefs d'État du pays donc, survolé. En disant cela, il nous dit je ne l'aurais pas appelé sinon. Voilà. Moi, c'est ce que je comprends. Ensuite, il affirme sa détermination. Il est dans cette zone-là en tant que chef de guerre. Il est responsable des forces armées qui sont engagées, notamment celles qui sont engagées. Donc, il s'exprime en tant que chef de guerre d'une guerre qu'il mène avec ses troupes, donc des soldats français. Et donc, il est responsable de ses propres citoyens qui sont sur ces territoires. Et il avertit. Il dit, j'avertis les pays concernés, que les hommes qui sont ici, ils sont sous ma responsabilité et que je réponds de leur sécurité. C'est-à-dire, attention, ne manipulez pas avec le terrorisme contre nous. C'est ce qu'il est en train de dire, de façon claire. Donc la deuxième effectivement, ligne de lecture, c'est qu'il est dans une continuité en ce qui concerne les opérations que mène la France dans cette région-là et donc la lutte contre le terrorisme. Il est dans une continuité qui a été engagée par le président. Mais il avait parlé à un certain moment de retirer les troupes du Mali pendant sa campagne. Mais là, il confirme qu'il y a besoin finalement, d'une manière ou d'une autre, de les maintenir et de continuer, parce que le travail n'est pas fait et on peut supposer qu'il n'avait pas un certain nombre d'informations pendant qu'il était candidat et qu'il a désormais en tant que président qui lui permettent de dire, bon, le travail n'est pas terminé dans cette région. Mais le signe qu'il envoie aux Algériens, au régime algérien, il semble que le régime algérien s'attendait à mieux. Là, en l'occurrence, c'est presque un message hostile qu'il envoie, en tout cas pas amical du tout. Autoritaire. Autoritaire, mais... Autoritaire. J'exigerai de ces États-là ceci, cela. Et puis aussi, il refuse d'entrer dans le jeu qui consiste à faire croire que Bouteflika est aux commandes. Oui, mais je pense qu'il faut juste attendre un petit peu. C'est-à-dire qu'il va falloir, quand on regarde un peu sur la durée, si nous avons affaire à finalement une duplicité qui va continuer à s'exercer, en faisant croire effectivement que le président Bouteflika gouverne réellement, comme nous l'a dit le RCD il n'y a pas très longtemps, et qu'il a pu avoir une discussion avec lui. C'est-à-dire ce que les Algériens ne peuvent pas avoir avec leur propre président et qu'ils savent pertinemment qu'il n'est pas en capacité d'eux. Donc il faut attendre un petit peu pour voir de quelle manière va s'orienter la politique étrangère de la France, du nouveau président, et plus spécifiquement vis-à-vis de l'Algérie. Est-ce qu'on va avoir affaire à une continuation de cette politique qui consiste à soutenir le régime et à faire croire que tout va bien au niveau des autorités et des représentants du régime, ou alors nous allons finalement à un discours de vérité
Voilà, on verra bien. Ce qu'il faut se dire, c'est que quel que soit le chef d'État, quels que soient des pays démocratiques avec lesquels l'Algérie entretient des relations, quels qu'ils soient, ils ne défendent que leurs propres intérêts, ceux de leur peuple. Voilà. Oui, mais certains ne poussent pas la connivence jusqu'à faire croire aux Algériens et aux opinions publiques internationales que Bouteflika les a reçus, qu'ils ont discuté avec lui. Beaucoup sont restés très réservés, ils ont refusé de se prononcer et de faire une quelconque déclaration sur la lacrité de Bouteflika. Oui, mais la France a des intérêts nettement plus grands, plus importants en Algérie que les autres pays. Après, ça dépend de la sphère d'influence. Donc l'Algérie reste et restera définitivement, pour l'instant, jusqu'au renversement de ce système, restera une zone d'influence française. Il faut dire ce qu'il en est. La France a un droit de regard sur les affaires internes de l'Algérie. On ne l'assume pas. Elle s'arroge un droit de regard. C'est quand même grave comme situation, non? Oui, bien sûr, mais tant qu'on n'a pas un régime démocratique qui va inverser ces rapports de force et remettre à plat, remettre tout à zéro demain, on n'est pas sorti de l'auberge. De toute façon, ça va être un changement dans la continuité. Ça, c'est pour les rapports. Et puis, ce que nous avons vu, c'est une posture. C'est une posture d'un président fraîchement élu à la recherche de ses marques. Donc, qui mieux qu'une situation de chef de guerre va lui permettre de marquer l'esprit de ses propres concitoyens. Parce que le déficit d'hommes de poigne qu'il a eu pendant la campagne électorale, donc il se l'arrange avec cette posture. Et puis l'Algérie, dans cette situation, n'est qu'un petit dommage collatéral, mais elle s'en remettra. Depuis une perception, j'allais dire, algéro-algérienne, hein, non pas objective de l'analyste que vous êtes qui fait une lecture, mais une perception, est-ce qu'il serait interdit de rêver, allez, soyons naïfs, que Macron demain puisse refuser d'entrer dans cette logique de caution d'un homme invalide dont on sait très bien qu'il n'est que la façade d'une clique qui gouverne en son nom. Est-ce qu'il serait, je ne sais pas, naïf d'imaginer que Macron pourrait, et je vois que ça met des noms de la tête, je vais venir. Par conviction politique, oui. Je ne le pense pas. Par morale et éthique, je ne le pense encore moins. Par calcul électoraliste, peut-être oui. Parce que quand on voit le nombre d'électeurs en France d'origine algérienne qui si demain se mettaient à user de leur droit de vote. Mais ce n'est pas le cas. Ils sont ni mobilisables ni intéressés. Bien sûr. Alors, donc du coup, mais c'est vrai que moi, je ne crois pas. C'est des rapports de géostratégie, c'est de la réelle politique. De toute façon, ça ne change strictement rien. C'est froid comme approche. De toute façon, c'est même pas les intérêts des peuples, comme a dit Samir. C'est les intérêts, c'est les raisons d'État qui priment. De toute façon, nous avons toujours en suspens que ce soit pour le cas du Maroc ou le cas de l'Algérie, nous avons des opposants au régime qui ont été exécutés sur le territoire français avec la complicité et dont les assassins ont été exfiltrés par le ministre de l'Intérieur lui-même vers l'Algérie. Donc ça ne serait-ce que ça. Donc on est comme dans une logique d'inféodation. Oui. Ça ne change rien. Samir ? Pardon. C'est la France-Algérie dans toute sa splendeur qui continue. Attachons nos ceintures. Il n'y aura pas de changement. Non, il n'y aura pas de changement. Et puis, moi, j'allais dire, je contredis absolument pas ce qui vient d'être dit sur le fait que c'est une histoire d'intérêt, de raison d'État. Mais sinon, on se met à la place de ceux qui gouvernent en France. Ils traitent avec un régime algérien, quel qu'il soit. Du coup, que ça soit Bouteflika ou quelqu'un d'autre, que le système fonctionne d'une manière ou d'une autre, ils essayent de tirer le maximum de profit ou d'avantage de la situation. Et a priori, ça ne changera pas jusqu'au jour où ce régime ne tiendra pas et il commencera à s'écrouler comme se sont écroulées d'autres dictatures. Je pense qu'ils les lâcheront au premier virage et on risque de vivre des choses très difficiles. Mais on ne tire pas les leçons de l'histoire. Mais Samir, cette fameuse raison d'État, moi je ne suis pas d'accord. Parce que dans la réalité, il n'est pas dans l'intérêt de la France, en raisonnant de façon très objective, très froide, il n'est vraiment pas dans l'intérêt de la France si on ne pouvait
de tenir compte que de ce côté raison d'État, de ce côté intérêt froid, mesuré, de soutenir un tel régime. Parce que, compte tenu de la proximité entre la France et l'Algérie, compte tenu ne serait-ce que du nombre des binationaux, ne serait-ce que du nombre des franco-algériens qui vivent en Algérie, qui seraient de l'ordre de 500 000, ne serait-ce que du compte de gens qui disposent déjà du visa en cours de validité et qui se comptent par centaines de milliers. Ça veut dire que si demain tout ce monde-là afflue d'un seul coup en France, vous imaginez un peu. Donc si cette France qui soutient ce régime, elle est dans tout ce qu'on veut, sauf dans une raison d'État, parce que si, à moins que ce soit du court terme à courte vue, sinon demain, si ça craque en Algérie, c'est la France qui va payer le prix fort. Hein. Je ne sais pas, sur le fait que des Algériens viennent en France et tout, il ne faut pas croire, contrairement au discours des politiques sur les plateaux de télévision, il ne faut pas croire que ça les gêne. Au contraire, leur économie, un raz-de-marée demain. Ils racontent ça parce que c'est électoraliste, etc. Mais on sait aussi que le patronat et le monde de l'industrie et le monde de l'économie a besoin d'une main-d'œuvre pas chère qu'on exploite et qu'on jette, etc. Oui, mais du coup, Samir, l'afflux des gens si du demain sud vers le nord... Si demain, c'est des millions d'Algériens, à Dieu ne plaise, si demain, ce sont des millions d'Algériens qui fuient leur pays parce que Secondo, c'est pas dans l'intérêt de la France. Il y a aussi le fait que moi, j'ai perdu espoir dans le système politique, y compris en France. Je vis ici en France depuis 20 ans. J'ai fini par comprendre au fur et à mesure d'observation et d'expérience que les intérêts des peuples, ce n'est pas ça qui inquiète les représentants politiques, au moins dirigeants d'État, je veux dire, les dirigeants, pas les opposants d'ici ou d'ailleurs. Mais ce ne sont pas les intérêts des peuples qui comptent, ce sont les intérêts des oligarchies qui dominent. Et quand on parle de raison d'État, on parle plutôt de la raison du plus fort, de la raison de celui qui a besoin d'élargir ses marchés, des grands groupes, etc. Et quand on a pris ça en compte, je pense que le calcul il se fait autrement. On comprend pourquoi ils les soutiennent. Très rapidement, pour passer au dernier sujet. Oui, c'est juste pour dire que Samir, en fait, il a répondu à la question. Il a dit au premier couac, ils lâcheront le régime. Et il a raison. On a vu comment l'État français s'est adapté à la nouvelle situation de la Tunisie et il le fera pour l'Algérie au premier couac. C'est la raison pour laquelle les intérêts sont bien imbriqués entre le régime et l'État français et ils connaissent bien les données de l'Algérie actuelle. Et aujourd'hui, les éléments que vous avez évoqués, c'est-à-dire un nombre important d'Algériens, etc., qui pourraient être vus comme une menace pour la France et donc déferler s'il y a la moindre situation, ils les maîtrisent, ils les connaissent, ces éléments-là, et ils se retourneront au premier quoi contre ce régime. C'est pour ça qu'il ne faut attendre ni de Macron, ni de Trump, ni de je ne sais qui. Le changement viendra de l'intérieur de l'Algérie. Si les Algériens arrivent à imposer un changement et que ce régime est évacué, je peux vous dire que les autres États respecteront le peuple algérien et l'Algérie, la nouvelle Algérie démocratique, imposera de nouveaux rapports de force basés sur les échanges, sur les relations politiques, diplomatiques, telles qu'on peut les voir. D'intérêt bien compris Absolument. entre les deux parties. Un dernier mot avant qu'on passe au... Oui, juste pour dire aussi que ce n'est pas juste un entrecroisement de là où je ne t'accompagne pas vraiment à Samir, c'est pas juste des intérêts d'oligarchie qui se... En France, on a affaire à des institutions, c'est-à-dire ce n'est plus la personne, on a affaire à des institutions qui ont une tradition, la raison d'État chez eux. On a vu en 91, en décembre 91, à la proclamation des résultats des élections en Algérie, la France, le fils qui était majoritaire au premier tour, avait préparé des lettres de créance à ces nouveaux. Elle aurait eu des ambassadeurs, un tissu de coopérants techniques avec l'Algérie, y compris même si elle aurait été gouvernée par le diable en lui-même. Donc là, c'est une culture politique qu'ils ont, qui a plus de 2 siècles, qui remonte même à l'époque de la monarchie. C'est quelque chose qu'ils ont chez eux. Les rapports sont imprimés dans cette optique, dans ce sens-là. Je ne pense pas qu'ils aient une vue à court terme. Ils ont des données que les Algériens eux-mêmes n'ont pas.
Donc aujourd'hui, ils sont capables de cartographier les terrains, l'irrigation des terrains, les productions oléicoles et même de pommes de terre au kilogramme près, que les Algériens qui veulent faire des études de marché n'ont pas. Ils ont pratiquement tout, ils savent pratiquement tout, puisque tout est fait chez eux. En 91, on oublie qu'il y a eu un scandale. Même des hommes politiques en Algérie à l'époque avaient dit que le découpage électoral a été fait par la France. Oui. Suprême insulte à un pays qui se disait indépendant depuis une trentaine d'années. Juste pour finir rapidement, il y a quand même des rapports d'inféodation qui ne veulent pas changer. Mais par contre, la nouvelle posture maintenant, c'est qu'il ne fait pas d'excès de zèle, contrairement, je pense que c'est un phénomène générationnel. Qui change, par rapport à François Hollande, vous dites. Oui, parce qu'il y a quand même c'est quelqu'un peut-être qui est rompu un peu plus à la communication. Donc n'insultons pas l'avenir. Donc ménage un peu le chou et la chèvre. Voilà. Très bien. Alors nous allons passer au dernier sujet. Il nous reste à peine 10 minutes. Celui de M. Ould Abbas. C'est ça. Quand Ould Abbas reçoit un appel de la présidence par la rédaction. Samir, il m'a fait ça. Donc nous allons l'écouter, le monsieur. حنا علاش ربحنا الانتخابات واش جبتي اليوم توقف ولا Oui, on vous attend. نستناو. نستناو. شكون فوق. عندك أنا كان important. مين La présidence. لا بريزيدون دوختني هذه واعره شويه نمشي قولوا يستناو شي راني جاي. Je vous laisse commenter, moi j'ai rien à dire. Le carnaval Fedchra, ils nous ont habitués maintenant avec toutes sortes avec tout le respect qu'on doit à la personne humaine, je veux dire, mais de clown politique. Donc voilà, lui ou les autres. Moi, je dirais, quand j'ai vu ce petit extrait, on a vu qu'il panique quand on lui annonce que c'est un appel de la présidence. Et vous pensez que c'est pas une mise en scène, il l'a pas fait exprès? Peut-être, mais ils sont tellement maladroits et tout, on ne sait pas comment les prendre, ces gens. Par contre, on voit bien, moi je retiens ça, ces gens sont dans l'insécurité totale. C'est-à-dire que c'est des Kleenex, ils savent qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui qui le met, qui le jette, qui peut le mettre en prison, qui peut le rendre grand comme on peut le rendre petit, on peut lui enlever ce qu'il a, etc. Du coup, les gens qui composent ce cercle-là, cette façade-là d'un régime autoritaire, d'un régime lié à la mafia, etc., ils sont en insécurité totale. C'est ce qui explique, à mon avis, sa panique. Sinon... Au-delà du fait que c'est une séquence comique qui nous permet de terminer cette émission sur cette plaisanterie, au-delà de ça, en fait, ma première réaction, c'est de me dire que finalement, cette génération-là et ce type d'énergumènes sont dans une logique où il y a quelque chose là-haut, au-dessus d'eux. Et donc, ils sont complètement irresponsables. Ils sont là, tapis dans les institutions imposées à la population. Ils sont censés représenter des institutions, majorité parlementaire, et donc en principe un gouvernement d'un pays comme l'Algérie, et ils se comportent de cette manière. Donc c'est triste en réalité, c'est triste de voir dans quelle situation se trouve le pays et par qui finalement il est représenté. Je regardais pendant les élections présidentielles françaises le taux moyen, l'âge moyen du français. Et donc une trentaine d'années ou un peu... Du français lambda ou du français politique? Le taux moyen du français, l'âge moyen du français. Ah bon, il est moi je pensais que c'était beaucoup plus. Il est un peu plus, presque 35 ou 37 ans. D'accord. Et donc avec je crois que c'est 37 ans. Oui. 37 ans et un président qui a donc 39 ans. 39 ans. L'âge moyen de l'Algérie est de 27-28 ans. Et ce monsieur, il a plus de 80 ans. Un peu plus de 3 fois. Voilà. Et donc, ils sont un certain nombre comme ça à prétendre représenter les Algériens.
Voilà. Donc, Et ils au-delà n'arrivent même pas à se renouveler, même pas à placer leurs propres gosses, même ils ne leur propre peuvent pas. engeance. Ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi à tenir un pays ni leur carrière politique. Et manifestement, ils n'ont pas réussi à faire autre chose de bien plus noble, comme vous venez de le dire. Voilà. Mais sinon, c'est assez comique, mais dramatique sur le fait que ils n'ont pas de responsabilité. Il y a quelque chose là-haut. Mais qui est-ce peut venir leur qu'il a ordonner des été choses. appelé vraiment au point où la secrétaire, au lieu de lui ramener un petit billet, un petit mot pour lui passer, lire, on vous appelle, elle se ramène, sachant qu'il y a des micros, elle lui parle devant les micros, et lui parle devant le micro en chuchotant, et il sait qu'il y a des micros. Elle lui dit « Je connais », on se rapproche des micros. Oui, mais il y a une part de mise en scène chez nous, de toute façon. Même chez nous, les gens le font. Hein. J'ai un coup de fil, c'est un tel. C'est ce qu'il doit pratiquer tous les jours. C'est pour impressionner les autres. Oui, bien sûr. Comme on dit chez nous, hein, c'est tout. Hein. Par contre, ça donne aussi une image. Entre parenthèses, c'est la servitude en politique chez nous, jusqu'à présent. Donc c'est toujours le cas. Et puis il y a des rapports d'assujettissement. Autrement dit, un secrétaire général d'un parti politique qui va se prévaloir d'avoir les 2 tiers ou le tiers des sièges de l'Assemblée nationale qui va bouger comme ça de la présidence. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire de la présidence? Je suis à la tête d'un parti politique qui a plus de 100 députés à l'Assemblée nationale. Donc en réalité, ça démontre toute cette farce. Toute cette farce théâtrale de la vie politique en Algérie, et ça le vaut pour beaucoup de partis politiques, hein, que ce soit dans la mouvance islamiste ou dans la mouvance démocratique, c'est toujours pareil. Hein. Quand certains partis politiques, les premiers responsables disent, donc j'ai vu le général M 3 points ou le général G 3 points, on va discuter. C'est une façon de cette proximité qu'on veut afficher ou qui est présupposée, même si elle n'est pas Comme quand il a avérée. dit à Ahmed, parlant de Gaïd Salah, Voilà. qui ne sait même pas qu'il s'appelle Ahmed Gaïd Salah. Voilà. C'est pas Ahmed. Et je pense aussi vouloir afficher cette forme de proximité avec les centres de décision du pouvoir aussi. C'est un peu pour impressionner la plèbe, entre parenthèses, mais aussi ça découle de ce jeu qui est malsain. C'est-à-dire que les hommes politiques en Algérie vont tels les papillons nocturnes, graviter autour des centres de décision, donc en attendant ce qu'on va leur demander de faire. Mais justement, vous parlez de papillons qui gravitent autour de cette lumière et de servitude, et Samir parle de gens qui attendent de haut qu'on les jette à la poubelle ou qu'on les propulse ou qu'on les... Nous allons voir Ould Abbas comment il agit dans ce sens, justement. Regardez. اسمحوا لي يا جماعه اللي يقول لك جمال العباسي يشيط للرئيس ماشي تونس هذه عيب رفيق السلاح عملاق وراكم لاحظتوا يا جماعه الخير يا شباب يا شابات رغم الصدمه الصحيه شفتوا كي راه يسير البلاد ارقاس كيما Ces gens, ça vient d'être dit, ces gens en fait ont une seule légitimité, c'est celle de ceux qui les ont mis là. Ils n'ont aucune autre légitimité, un peu comme le régime algérien qui tire sa légitimité de la protection ou de sa proximité avec la France. Du coup, voilà, dans tout ça, le peuple il est mis à l'écart jusqu'au jour où il va déferler sur tout le monde, à Dieu ne plaise, dans des conditions très difficiles. Ces gens-là, ils n'ont pas une glace, un miroir, ils ne se voient pas dans une glace, ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas d'épouse, ils n'ont pas de dignité à ce point, c'est incroyable. Ah, tel le Méphistophélès de Goethe, hein, il y en a qui ont vendu leur âme au diable. Hein. Donc, mais à ce point, c'est compliqué. Après, malheureusement, c'est l'Algérie qui en pâtit derrière. Oui. Et puis, c'est une image aussi qui est consacrée dans l'imaginaire collectif de beaucoup de nos concitoyens pendant un certain nombre d'années, qui est en train de voler un peu en éclats, parce que les Algériens maintenant en rient et en pleurent à la fois, parce que beaucoup aiment profondément leur pays, qui n'est pas juste une simple vue de l'esprit,
Et ils se rendent compte aujourd'hui, sur les 10 dernières années, donc ceux qui ont pu voyager, ceux qui ont pu aller voir ce qui se passe ailleurs, donc se rendent compte du gâchis que ça a été, du gâchis de la première richesse de ce pays, qui est sa jeunesse, qui part en perte et profit. Il y a des vies qui sont sacrifiées pour que ce régime se pérennise. Donc aujourd'hui, quelle image ce système est en train de donner à toute cette jeunesse? C'est de dire, bon, si vous voulez rentrer dans le Nedam, donc vous faites la queue, puis on prendra ce qu'on veut, puis les autres, donc à prendre des embarcations et aller voir le diable Vauvert, quoi. Le mot de la fin. Oui, donc ça illustre parfaitement, ce qu'on vient d'entendre illustre parfaitement ce qu'on disait, c'est-à-dire ce qui a été prononcé ici, le niveau de servitude. Et voilà, donc ce qui est terrible, c'est qu'effectivement, on prend conscience depuis un certain nombre d'années de ceux qui ont servi ou se sont servis. Et on comprend pourquoi l'Algérie est dans cette situation-là. C'est ce niveau-là, ce type de personnage, mais il y en a d'autres, hein, il y en a plein d'autres, qui ont eu à diriger l'Algérie et qui continuent à la diriger. Donc on comprend nettement mieux pourquoi on en est là. Et le fait qu'ils soient entourés ou qu'ils se regardent dans une glace n'a aucune importance. Lui, ce qui compte, c'est les intérêts qu'il est en train de... ce sur quoi il est là aujourd'hui, ce dont il profite, lui, sa famille et les clientèles qui sont autour. Donc c'est ce qui explique que ce type de situation perdure encore, mais ça a été dit, il y a eu des événements, notamment ces dernières semaines, dans l'élection, qui montrent qu'il y a dans ce pays une société qui se met en mouvement, doucement mais sûrement. Donc il faut l'expliquer, il faut l'accompagner et il faut faire en sorte que ce mouvement-là élargisse sa base, s'agrandisse et aille dans le sens du changement pacifique, mais un changement résolu. Merci beaucoup. Merci Zoher Rouis, merci Samir Belatesh, merci Boukhalifa Ben Mamar. Dommage que Badis Khnissa n'a pas pu être des nôtres. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Dommage, Zoher.